joue avec beaucoup de sentiments. Tant qu'il s'agit du piano, je me fie entièrement aux sentiments. Je ne m'en méfie que dans la vie. Oui, monsieur. À propos de sentiments, avez-vous préparé les sandwichs au concombre pour Lady Bracknell? Elle les adore. Les voici, monsieur. Mister Constant Wolfing. Comment vas-tu, mon cher Constant? Que viens-tu faire à Londres? M'amuser? Pour quelle autre raison me déplacerais-je? Toujours en train de manger, me semble-t-il. Oh, je crois qu'il est d'usage de prendre quelque chose vers 5 heures dans la bonne société. Non? Où étais-tu depuis jeudi dernier? Oh, à la campagne. Que pouvais-tu bien faire à la campagne? À Londres, on est là pour s'amuser. À la campagne, on est là pour amuser les autres. C'est mortellement ennuyeux. Et qui sont les gens que tu amuses là-bas, à la campagne? Oh, des voisins, des voisins. Tu as des voisins agréables là-bas, dans Shropshire? Parfaitement possible. Je ne leur adresse pas la parole. Comme tu dois les amuser. À propos, ta maison de campagne, c'est bien dans Shropshire, n'est-ce pas? Oui, oui, dans le Shropshire, naturellement. Mais tiens, pourquoi toutes ces tasses? Pourquoi tous ces sandwichs au concombre? Qui vient prendre le thé? Tante Augusta et Gwendoline, tout simplement. Oh, ce sera absolument délicieux. Tout à fait délicieux. Mais j'ai bien peur que Tante Augusta ne trouve pas ta présence délicieuse. Puis-je savoir pourquoi? Mon cher, la façon dont tu flirtes avec Gwendoline est absolument choquante. Presque aussi choquante que la façon dont Gwendoline flirte avec toi. Je suis amoureux de Gwendoline. Je suis précisément venu à Londres pour demander sa main. Je croyais que tu étais venu pour t'amuser. Ce serait plutôt pour affaire. Tu es l'être le moins romantique que je connaisse. Je ne vois pas ce qu'il y a de romantique dans une demande en mariage. Après tout, on peut très bien vous répondre oui. C'est ce qui arrive souvent. Alors, fini le plaisir. Non, tout le charme des histoires d'amour est dans l'incertitude. Oui, eh bien, tu as une mentalité terriblement étrange. Je t'en prie. Laisse ces sandwichs au concombre. Ils ont été faits spécialement pour Tante Augusta. Tu n'arrêtes pas d'en manger. Prends plutôt des tartines dorées. Les tartines dorées sont pour Gwendoline. Gwendoline a une passion pour les tartines dorées. Mais c'est très bon, les tartines dorées. Doucement, mon vieux. Ce n'est pas une raison pour te précipiter dessus. Tu te conduis comme si tu étais déjà le mari de Gwendoline. Or, tu ne l'es pas encore. Et je ne pense pas qu'il se venait. Qu'est-ce qui te permet de dire cela? Premièrement, les jeunes filles n'épousent jamais les garçons avec qui elles flirtent. Cela ne leur paraît pas convenable. Sottise. Non, c'est la vérité. Elles n'aiment pas que leur mari les ait vus à l'œuvre. Deuxièmement, je ne donne pas mon consentement. Ton consentement. Gwendoline est ma cousine, mon cher. Et avant que je ne t'autorise à l'épouser, il faudra que je sois parfaitement éclairé à propos de cette histoire au sujet de Cécilie. Cécilie? Cécilie. Oh, je ne connais personne du nom de Cécilie. Autant qu'il m'en souvienne. Lane, Oui, monsieur. apportez-moi, voulez-vous, l'étui à cigarette que monsieur Warving a oublié dans le fumoir la dernière fois qu'il a mis. Bien, monsieur. Tu veux dire par là que c'est toi qui gardes mon étui à cigarette depuis tout ce temps? T'aurais quand même pu m'avertir, j'étais sur le point d'offrir une forte récompense. Oh, excellente idée. Je suis terriblement fâché en ce moment. Il n'y a plus lieu d'offrir de récompense maintenant que j'ai retrouvé mon étui. Or, je dois avouer, Constant, que je trouve cela un peu mesquin. Enfin, cela n'a guère d'importance, car maintenant que je vois ce qu'il y a décrit à l'intérieur de cet étui, je me perçois qu'il ne t'appartient pas. Mais bien sûr qu'il est à moi. Tu m'as vu m'en servir 100 fois. Il n'est pas digne d'un gentleman de lire ce qu'il y a écrit dans le porte-cigarette de quelqu'un d'autre. Oh, c'est absurde d'avoir des principes sur ce que l'on va lire ou ne pas lire. J'en suis conscient. Mais je veux simplement que tu me rendes mon étui à cigarette. Sauf que ce n'est pas le tien. Cet étui à cigarette est un cadeau fait par quelqu'un du nom de Cécile. Or, tu m'as dit que tu ne connaissais personne de ce nom-là. Eh bien, puisque tu veux tellement le savoir, il se trouve que Cécilie est ma
habite Tunbridge Wells, qu'elle signe votre petite Cécilie. De la part de votre petite Cécilie, avec toute son affection. Mon cher, qu'y a-t-il de si mystérieux à cela? Il y a des tantes qui sont grandes, puis il y a des tantes qui sont petites. Voilà tout. Maintenant, c'est à ce moment mon étui à cigarette. Mais alors, pourquoi ta tante, qui est petite et qui habite Tunbridge Wells, t'appelle son nom? De la part de votre petite Cécilie, avec toute son affection pour son cher oncle Jack. Voilà qui me dépasse. D'autant plus que tu ne t'appelles pas Jack, mais Constant. Je ne m'appelle pas Constant, je m'appelle Jack. Ah, tu m'as toujours dit que tu t'appelais Constant. Je t'ai présenté à tout le monde sous nom Constant. D'ailleurs, tu as l'air de quelqu'un qui s'appelle Constant. Puisque tu veux le savoir, je m'appelle Constant à Londres et Jack à la campagne. Et cet étui m'a été offert à la campagne. Oui, bon, bien. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi ta tante, qui est si petite et qui habite Tunbridge Wells, t'appelle son oncle Jack. Ah non, mon vieux, tu ferais mieux de tout avouer. Je dois dire que je t'ai toujours soupçonné en secret d'être un Bunburyiste convaincu. Bunburyiste? Qu'est-ce que c'est un Bunburyiste? Je te le dirai quand tu m'auras expliqué pourquoi tu es Constant à Londres et Jack à la campagne. Soit. Mais rends-moi d'abord mon étui à cigarette. Le voici. Et maintenant, raconte-moi ta petite histoire et surtout, fais qu'elle soit drôle et improbable. Mais mon histoire n'est ni drôle ni improbable. Elle est même en fait assez banale. Le vieux Thomas Cardew, qui m'a adopté quand j'étais petit, dans des circonstances assez particulières, et qui m'a légué toute sa fortune, m'a, dans son testament, institué tuteur de sa petite fille, Miss Cécilie Cardew. Cécilie m'appelle son oncle par une sorte de respect qu'elle a pour moi, et qu'il était bien entendu impossible de concevoir, et habite chez moi, à la campagne, sous la surveillance de son admirable gouvernante, Miss Prison. Et où se trouve-t-elle déjà, ta maison de campagne? Il est inutile que tu le saches, tu n'y seras jamais invité. Je puis quand même te dire qu'elle n'est pas dans le Shropshire. Je m'en doutais. J'ai bunburisé dans le Shropshire à plusieurs occasions. Bon, alors maintenant, pourquoi t'appelles-tu Constant à Londres et Jack à la campagne? Mais mon cher, je ne pense pas que tu sois capable de comprendre mes raisons. Tu n'es pas assez sérieux pour cela. Quand on est nommé tuteur d'une jeune fille, on se doit de proclamer les principes de haute moralité dans tous les domaines. C'est un devoir. Mais comme les principes de haute moralité ne sont guère drôles et n'ont jamais rendu personne heureux, pour pouvoir tout de même venir à Londres de temps en temps, je me suis inventé un frère, qui s'appelle Constant, qui vit soi-disant à l'Albanie, et qui est toujours en proie aux ennuis les plus affreux. Voilà, mon cher, la vérité pure et simple. La vérité est rarement pure et jamais simple. Ce que tu es en réalité, c'est un Bunburyiste. Un des Bunburyistes les plus purs que je connaisse. Mais enfin, c'est quoi un Bunburyiste? Tu t'es inventé un frère cadet, très utile afin de pouvoir venir à Londres quand tu en as envie. Eh bien, je me suis inventé un ami, malade chronique, afin de pouvoir me rendre à la campagne chaque fois que je le souhaite. Tu ne peux pas savoir les services qu'il me rend. Sans cet état de santé déplorable de Bunbury, il m'aurait été impossible de dîner avec toi ce soir au Willys, car en fait, j'étais invité chez ton Augustin. Écoute, je ne peux pas dîner au Willys, je leur dois près de 700 livres. Mais pourquoi diable ne les paies-tu pas? Tu as de l'argent et à foison. Oui, mais Constant, lui, n'en a pas. Et je dois maintenir la réputation de Constant. Constant est un de ces types qui ne paie jamais ses notes. Alors allons dîner ailleurs. Tu ferais mieux de dîner avec ta tante Augusta. Je n'en ai pas la moindre attention. D'abord, je dînais avec elle lundi. Les dîners de famille, une fois par semaine, c'est suffisant. Non. Dînons plutôt entre Bunburyistes. Mais je ne suis pas un Bunburyiste. Si Gwendoline veut bien m'épouser, je suis bien décidé à me débarrasser de mon frère. En le tuant, par exemple. Et puis, Cécilie s'est mise un peu trop à s'intéresser à lui. Elle me demande toujours de lui pardonner, de ne pas lui en vouloir. C'est exaspérant. Tu
conseille vivement de t'en débarrasser aussi, de ce monsieur Bunn, enfin de cet ami toujours malade qui porte un nom absurde. Lady Bracknell et Miss Fairfax. Bonjour, mon cher Algernon. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien, tante Augusta. Très bien. Dieu, Gwendoline, vous êtes élégante. Je suis toujours très élégante. N'est-ce pas, Mr. Warding? Vous êtes la perfection, Miss Fairfax. Navré d'être un peu en retard, Algernon, mais j'ai rendu visite à cette chère Lady Harbury. Je ne l'avais pas vue depuis la mort de son mari. Elle est méconnaissable. Le veuvage l'a rajeuni de 20 ans. Méritez nos actants. Je vais en prendre une tasse à l'égard de ces délicieux sandwichs au concombre que vous m'avez promis. Certainement, tante Augusta. Ne voulez-vous pas vous asseoir ici, Gwendoline? Non, merci, maman, je suis très bien. Grand Dieu, Lane, où sont les sandwichs au concombre? Je vous les avais demandés spécialement. Il n'y avait plus de concombre au marché aujourd'hui, monsieur. J'y suis allé 2 fois. Il n'y avait plus de concombre. Non, monsieur. Bien, Lane, vous pouvez disposer. Je vous remercie. Bien, monsieur. Je suis vraiment désolée, tante Augusta, mais il n'y avait plus de concombre au marché ce matin, même en payant son temps. Cela n'a pas d'importance, Algernon. J'ai mangé quelques petits fours avec Lady Harbury. Algernon, je vais vous donner pour cavalière ce soir Mary Farquhar, qui est toujours si pleine d'attention pour son mari. J'ai bien peur de devoir renoncer au plaisir de dîner avec vous ce soir. Ah non, Algernon, cela nous organiserait tout à fait ma table, et votre oncle serait obligé de dîner dans sa chambre. Remarquez, il en a l'habitude. C'est, cela va sans dire, tante Augusta, une terrible déception pour moi. Mais je viens de recevoir un télégramme me disant que mon pauvre ami Bunbury est à nouveau gravement malade. À vous dire vrai, Algernon, je pense qu'il serait temps que ce monsieur Bunbury se décide. Soit à vivre, soit à mourir. Ces hésitations continuelles sont ridicules. Je vous serai toutefois infiniment obligé de demander de ma part à votre ami Bunbury de ne pas avoir de rechute samedi. J'ai besoin de vous pour organiser ma soirée musicale. Ce sera ma dernière réception de la saison. J'en parlerai à Bunbury, tante Augusta. Si, comme je l'espère, il a toute sa conscience. Aussi, j'aimerais vous présenter le programme que j'ai prévu. Si vous voulez bien me suivre, un moment à la à côté. Merci, Algernon. C'est une attention délicate. Je suis certaine que votre programme sera délicieux. Venez avec moi, Gwendoline. Oui, maman, j'arrive tout de suite. Quelle belle journée, Miss Fairfax. De grâce, ne me parlez pas du temps, Mr. Warding. Chaque fois que les gens me parlent du temps, j'ai la quasi-certitude qu'ils veulent me parler d'autre chose. Et cela me rend terriblement nerveuse. En effet, j'aimerais vous parler d'autre chose. C'est bien ce que je pensais. D'ailleurs, je ne me trompe jamais. J'aimerais que vous m'autorisiez à profiter de l'absence momentanée de Lady Bracknell. Je vous l'autorise tout à fait. D'ailleurs, maman a l'art de faire irruption sans crier gare. Je lui ai déjà fait remarquer. Miss Fairfax, depuis que je vous ai rencontré, j'ai pour vous plus d'admiration que pour toute autre jeune fille. J'en suis parfaitement consciente, mais j'ai souvent désiré qu'en public vous soyez plus démonstratif. Vous avez toujours exercé sur moi une irrésistible fascination, et ce avant même que je vous rencontre. Mon idéal à moi a toujours été d'aimer un homme qui s'appellerait Constant. Constant, oui. Il y a quelque chose dans ce nom qui m'inspire une sorte de confiance. Quand Algernon m'a dit qu'un de ses amis s'appelait Constant, j'ai su que j'étais destinée à vous aimer. Vous m'aimez vraiment, Gwendoline? Passionnément Constant. Mais sérieusement, vous ne voulez pas dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je ne m'appelais pas Constant? Mais vous vous appelez Constant. Oui, bien sûr, mais supposons que je m'appelle autrement. Vous voulez dire que vous ne pourriez pas m'aimer? Mon cher, laissons là les spéculations d'esprit avec maman qui pourrait revenir d'une minute à l'autre. Franchement, Gwendoline, il existe selon moi d'autres prénoms jolis. Jack, par exemple. C'est un prénom tout à fait charmant. Jack? Non. Jack ne produit aucune vibration. Jack ne fait pas frémir. J'ai connu plusieurs Jack et ils étaient tous tout à fait quelconques. Non, le seul nom qui me transporte sur les ailes de l'idéal est celui de Constant. Gwendoline, il faut que je me fasse baptiser immédiatement. Oh, enfin non, il faut que nous nous marions immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre.
Gwendoline? Oui, mon cher. Que désirez-vous me dire? Mais vous savez ce que je veux vous dire. Oui, mais vous ne le dites pas. Gwendoline, voulez-vous être ma femme? Naturellement, mon chéri. Vous en avez mis du temps. J'ai bien peur que vous n'ayez que très peu d'expérience en matière de demande en mariage. Mon amour, je n'ai jamais aimé personne d'autre que vous. Quels merveilleux yeux vous avez, Constant. J'espère que vous me regarderez toujours comme cela. Surtout quand il y aura du monde. Mr. Worthing! Relevez-vous, cette position est tout à fait inconvenante. Maman, retirez-vous, je vous prie, votre place n'est pas ici. D'ailleurs, Mr. Worthing n'a pas tout à fait fini. Fini quoi, s'il vous plaît? Je viens de me fiancer avec Mr. Worthing, maman. Je vous demande pardon, mais vous n'êtes fiancé à personne. Lorsque vous serez fiancé à quelqu'un, c'est moi qui vous en aviserai. Maintenant, je vais à tout hasard poser quelques questions à Mr. Worthing. Et pendant ce temps, allez m'attendre dans la voiture. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions, Lady Bracknell. Gwendoline, dans la voiture! Maman! Vous pouvez vous asseoir, Mr. Worthing. Merci, Lady Bracknell, je préfère rester debout. Je suis dans l'obligation de vous dire d'abord que vous ne figurez pas sur ma liste des parties envisageables. Mr. Worthing, est-ce que vous fumez? Eh bien, il m'arrive de fumer, effectivement, quelquefois. Tant mieux. Un homme doit toujours s'occuper d'une façon ou d'une autre. Quel âge avez-vous? C'est le bon âge pour se marier. Que savez-vous, vous, de la vie? Rien, Lady Bracknell. Fort bien. Je déteste tout ce qui peut altérer une belle ignorance naturelle. Toutes les théories modernes sur l'éducation sont absurdes. Quels sont vos revenus? Entre 7 et 8 000 livres par an. En terre ou en placement? Surtout en placement. Très bien. J'ai également une maison de campagne, avec un peu de terre autour, environ 1500 acres. Mais seuls les braconniers en profitent. Une maison de campagne? Combien de chambres? Enfin, nous verrons cela par la suite. Mais vous avez également une maison à Londres, je suppose. Oui, j'ai également une maison à Belgrave Square, qui est louée à Lady Bloxham, une charmante dame, très âgée. De nos jours, l'âge n'est nullement une garantie de respectabilité. Quel numéro dans Belgrave Square? Au 149. Le côté qui n'est plus à la mode, j'aurais dû m'en douter. Nous verrons éventuellement comment changer cela. Le côté ou la mode? Les deux s'il le faut. Vos parents sont-ils vivants? J'ai perdu mes 2 parents. Tous les deux? Perdre un parent, cela peut être considéré comme un malheur, mais perdre les deux, cela ressemble à de l'étourderie. Et qui était votre père? Était-il dans l'industrie, le négoce ou l'aristocratie? J'ai bien peur de ne pas le savoir exactement. Je suis en quelque sorte un enfant trouvé. Un enfant trouvé? Oui, j'ai été trouvé par Sir Thomas Cardew, un vieux gentleman très bon et charitable. Il m'a recueilli, il m'a donné le nom de Warring parce qu'il se trouvait qu'il avait à ce moment en poche un billet de première classe pour Warring. Warring se trouve dans le Sussex. C'est une station balnéaire. Et où ce gentleman qui avait un billet de première classe pour cette station balnéaire vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage. Dans un sac de voyage? Oui, j'étais, à ce qu'on m'a dit, dans un sac de voyage. Un sac de voyage assez grand, en cuir noir, et avec des poignées. Et où ce Cardew découvrit-il ce sac de voyage? À la consigne de la gare Victoria. Le lui avait donné par erreur à la place du sien. La consigne de la gare Victoria? Oui, devant le quai de la ligne de Brighton. Mr. Worthing, je suis assez stupéfaite par ce que vous venez de m'apprendre. Être né, ou à peu près, dans un sac de voyage, qu'il ait des poignées ou non, me semble témoigner d'un mépris évident pour les traditions de la vie de famille. Puis-je vous demander alors ce que vous me conseillez de faire? Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis prêt à tout pour assurer le bonheur de Gwendoline. Je vous conseillerais vivement de faire jouer vos relations pour vous découvrir une famille le plus vite possible. Et de faire de sérieux efforts pour nous présenter un parent, homme ou femme, peu importe, avant la fin de la saison. Cela me paraît difficile,
mais je pourrais peut-être vous présenter le sac. Cela vous suffirait-il, Lady Bracknell? Comment cela me suffire? Pensez-vous que Lord Bracknell et moi-même songerions à marier notre fille? Une jeune fille élevée avec le plus grand soin? À marier notre fille, dis-je, dans une consigne de chemin de fer et à nous allier avec un sac de voyage? Adieu, monsieur! Et adieu, madame. Mais pour l'amour du ciel, Germaine, arrête cette musique. Est-ce que tu peux être stupide? Tout s'est bien passé, monsieur. Oh, tu vas pas me dire que Gwendoline a refusé. Mais non, tout va très bien avec Gwendoline. Pour elle, nous sommes fiancés. Sa mère est tout à fait insupportable. Je n'ai jamais rencontré pareil corps. Je te demande pardon, Germaine, je ne devrais vraiment pas parler de t'attendre comme cela devant toi. Mon cher Jacques, j'adore entendre dire du mal des membres de ma famille. C'est la seule chose qui me permet de la supporter. Entre nous, la famille est généralement composée de gens assommants. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de famille. Tu as bien de la chance. À propos, as-tu avoué la vérité à Gwendoline sur ta façon d'être constant à Londres et Jacques à la campagne? Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire à une jeune fille douce et innocente. Tu as vraiment des trop d'idées sur la façon de se conduire avec les femmes. Mais la seule façon de se conduire avec une femme, c'est de lui faire la cour si elle est jolie, et d'en faire une autre si elle est belle. Idiot. Et quelles sont les nouvelles de cette jeune personne dont tu es tuteur? Que va devenir ton frère, ce Crapudo Constant? Cécilie va très bien. Et avant la fin de la semaine, je me serai débarrassé de mon frère. J'aimerais beaucoup rencontrer Cécile. Je ferai tout mon possible pour que cela n'arrive jamais. Cécilie est très jolie et vient tout juste d'avoir 18 ans. Ah. Et est-ce que tu as dit à Gwendoline que tu avais une pupille qui est très jolie et qui vient tout juste d'avoir 18 ans? Bien sûr que non. C'est une question de tact. De toute façon, je suis sûr que Gwendoline et Cécilie seront de grandes amies. Je parie même qu'une demi-heure après avoir fait connaissance, elles s'appelleront déjà ma chérie. Les femmes s'appellent toujours ma chérie avant de se crêper de chignon. Maintenant, si nous voulons avoir une bonne table Willis, il est temps que nous allions nous habiller. Il est bientôt 7 heures. Il est toujours 7 heures avec toi. C'est que je meurs de faim. Je t'ai toujours connu affamé. Que ferons-nous après le dîner? Irons-nous au Blue Lagoon? Oh non. Regarder des femmes nues de loin, ça stupide. Alors, que ferons-nous? Mais rien. Miss Fairfax. Gwendoline, ma parole. Algy, soyez gentil de vous retourner. J'ai quelque chose de très particulier à dire à Mr. Walding. Mais si vous êtes discret, je ne peux vous empêcher d'écouter. Je ne sais pas, Gwendoline, si je peux être complice de cela. Algy, ce n'est pas le moment de jouer les chapeaux. Ma chérie. Peut-être ne serez-vous jamais mariés. Jamais. Avoir la tête de maman, il y aura sans doute quelques difficultés. Mais même si nous ne pourrons jamais nous marier, même si je dois en épouser un autre, même si je dois me marier plusieurs fois, rien ne pourra jamais altérer mon amour pour vous. Ma chère Gwendoline. Constant, j'ai votre adresse à Londres. Quelle est votre adresse à la campagne? Le manoir à Molton, dans le Hertfordshire. Bien. Combien de temps restez-vous à Londres? Jusqu'à lundi. Très bien. Algy, vous pouvez vous retourner maintenant. Merci, c'est déjà fait. Autorisez-vous à vous reconduire jusqu'à votre voiture? Oui, Constant. Je reconduirai Miss Fairfax. Bien, monsieur. Lane, Oui, monsieur. un verre de cherry. Bien, monsieur. Demain, Lane, je m'en vais à Bunbury. Oui, monsieur. Je ne serai probablement pas de retour lundi, avant lundi. Préparez-moi mes habits, mon smoking, enfin, toutes les tenues nécessaires pour Bunbury. Bien, monsieur. J'espère qu'il fera beau demain à la campagne. Il ne fait jamais beau à la campagne, monsieur. Lane, vous êtes un parfait pessimiste. Je fais de mon mieux pour satisfaire monsieur. Cette jeune fille sensible et intelligente, c'est la seule fille dont j'ai jamais été amoureux. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. La santé de
en ce moment. Si vous n'y prenez garde, monsieur, votre ami Bunbury va un jour vous attirer de sérieux ennuis. Oh, j'adore les ennuis. C'est la seule chose qui ne m'ennuie pas. Bien, Lane. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Agile, vous me dites que des absurdes. Comme tout le monde, Jack. Comme tout le monde. Maintenant, allons dîner. Oh, c'est gentil à toi de m'avoir invité au Willis. Comment nous portons-nous ce matin, mesdames? Miss Prism, j'espère que vous allez bien. Miss Prism se plaignait justement d'un léger mal de tête. Je pense que ça lui ferait tellement bien d'aller faire un tour dans le parc avec vous, mon révérend. Cécilie, je n'ai jamais dit que j'avais mal à la tête. Non, chère Miss Prism, mais mon petit doigt m'a dit que vous aviez mal à la tête. J'espère, Cécilie, que vous êtes une élève attentive. J'ai bien peur que non, mon révérend. C'est étrange. Si j'avais moi l'honneur d'être l'élève de Miss Prism, je serais suspendu à ses lèvres. Oh, je parlais métaphoriquement, bien entendu. Je suppose que Mr. Warding n'est pas encore entré de Londres. Nous ne l'attendons pas avant lundi après-midi. Ah oui, en général, il aime bien passer le dimanche à Londres. Mr. Warding n'est pas un de ces jeunes hommes légers qui ne pensent qu'à s'amuser. Comme cela semble être le cas de ce malheureux jeune homme, son frère. Mais je ne veux pas importuner la nymphe Égérie et son élève plus longtemps. Égérie, mon nom est Laetitia, mon révérend. Simple allusion poétique tirée des auteurs païens. Je vous verrai sans doute toute d'histoire, n'est-ce pas? En tout compte fait, mon révérend, je pense que je vais tout de même aller faire quelques pas avec vous. Oh, mais avec plaisir, Miss Prism, nous pourrions aller jusqu'aux écoles, à revenir. Cécilie,
Je suppose que vous connaissez tout des relations entre le capital et le travail. Ma foi, mon révérend, tout ce que je sais a trait aux relations entre le capital et l'oisiveté. Cécilie! Cette chère enfant me donne parfois du fil à retordre. Oh, je vous envie manifestement d'avoir de tels tourments. Oh, ça fait d'économie politique, ça fait de géographie, ça fait d'allemand. Mr. Constant Martin vient d'arriver de la gare, mademoiselle. Il a ses bagages avec lui. Mr. Constant Warwick. Mr. Constant Warwick, Albany, le frère de l'oncle Jack. Lui avez-vous dit que monsieur était à Londres? Oui, mademoiselle, il a paru très désappointé. Je lui ai dit que mademoiselle était dans le jardin avec Miss Prism. Oui, et alors? Il dit qu'il serait très désireux d'avoir l'entretien avec vous. Eh bien, dites à Mr. Constant Warwick de venir. Je ne sais pas si Miss Prism aimerait me savoir seule avec lui. Je pense que vous pouvez dès à présent lui faire préparer sa chambre. Bien, mademoiselle, je fais immédiatement monter ses bagages dans la chambre bleue. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un de vraiment dépravé. Je me sens un peu effrayée. C'est très excitant. Mais j'ai tellement peur qu'un homme dépravé ressemble à n'importe quel autre homme. Et c'est le cas. Vous êtes ma petite cousine Cécilie, je suppose. Vous vous trompez étrangement, monsieur, je ne suis pas petite. En fait, je crois que je suis même plutôt grande. Mais je suis quand même votre cousine Cécilie. Et j'ai lu sur votre carte que vous êtes vous, le frère de l'oncle Jack, ce dépravé de vos inconstants, le débauché de la famille. Oh, mais ne croyez pas cela, cousine Cécilie. Je ne suis pas débauchée du tout. N'allez pas croire cela. J'espère que vous ne menez pas une double vie en faisant croire que vous êtes débauché alors que vous ne l'êtes pas. Ce serait parfaitement hypocrite. Oh, bien sûr. Il m'est arrivé parfois de mal me conduire. Je suis ravie de l'apprendre. En fait, puisque vous insistez, je me suis même parfois conduit très mal, dans la mesure de mes faibles moyens. Vous ne devriez peut-être pas vous en vanter, même si cela a dû être bien agréable parfois. Il est bien plus agréable d'être en votre compagnie. Mais je ne comprends pas bien ce que vous faites ici. Oncle Jack ne sera pas de retour avant lundi après-midi. Comme c'est dommage, je dois justement partir lundi matin. J'ai un rendez-vous d'affaires que je tiens absolument à manquer. Oui, bien sûr. Je sais comme il doit être important de manquer un rendez-vous d'affaires quand on veut conserver un certain sens à sa vie, mais je crois pourtant qu'il feriez mieux de rester. Je sais qu'oncle Jack souhaitait vous parler au sujet de votre émigration. Au sujet de quoi? De votre départ pour l'Australie. Il est justement parti à Londres pour vous acheter les vêtements nécessaires. En Australie, mais plutôt mourir. Il nous a dit mercredi soir au cours du dîner que vous voudrez choisir entre ce monde-ci avec ses lois ou l'Australie. J'opterai donc pour ce monde-ci, qui me paraît assez bon pour moi. Oui, mais vous, êtes-vous assez bon pour lui? J'ai bien pas peur. Et c'est pourquoi je voudrais que vous m'aidiez à devenir un autre homme, cousine Cécilie. J'ai bien peur de ne pas avoir le temps cet après-midi pour vous aider à vous réformer. Tant pis. J'essaierai donc tout seul cet après-midi. Ça me paraît difficile, mais vous pouvez toujours essayer. C'est ce que je vais faire. C'est curieux. Je ne sens déjà meilleur. Vous n'en avez pas l'air. C'est peut-être parce que j'ai faim. Vous m'avez jamais. Nous déjeunons avec Miss Prism de quelques tranches de gigot à 2 heures. Oh, ce sera parfait. Mais auparavant, puis-je avoir une fleur, ma boutonnière? Je ne mange pas de bon appétit si je n'ai pas une fleur, ma boutonnière. Je suis ravie de constater que vous avez des goûts simples. Une rose? Une rose rose. Pourquoi? Parce que vous ressemblez à une rose rose, cousine Cécilie. Je ne sais pas s'il est très convenable que vous me parliez ainsi. Miss Prism ne me dit jamais de choses pareilles. C'est parce que Miss Prism est une vieille demoiselle Lyon. Moi, je trouve que vous êtes une des plus jolies filles que j'ai jamais vues. La plus jolie, cousine Cécilie. Miss Prism dit la beauté d'un piège. Il y a des pièges où tout homme sensé a envie de croire. Vous vivez tout seul, mon bébé. Vous devriez vous marier. Il y a les misanthropes. Seriez-vous un femme-anthrope? Mon Dieu, je n'y arrive pas à tel néologisme. Mais la principale
raison pour laquelle elle n'a pas duré. De plus, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, mon cher révérend, qu'un homme célibataire est une tentation permanente. Le célibat des hommes, souvent les faibles femmes à leur perte. Un homme marié n'est pas aussi séduisant? Cela dépend des affinités intellectuelles. On peut se reposer sur une femme en pleine maturité. Les jeunes femmes sont un peu vertes. Oh. C'est une métaphore empruntée à l'horticulture, mon révérend. Mr. Warding. Mr. Worthing, en voilà une surprise. Nous attendions pas avant lundi après-midi. Je suis rentré plus tôt que prévu. J'espère que vous allez bien, mon révérend. Mon cher Mr. Warding, j'espère que cette leçon ne nous annonce pas quelques malheurs. Mon frère, Allons bon, quelques nouvelles folies. mort, Frère Constant est mort. bel et bien mort. On a pu lui servir la leçon. Mr. Warding, je vous présente mes sincères condoléances. Vous avez au moins la consolation de vous dire que vous avez toujours été pour lui le plus généreux et le plus indulgent des frères. Pauvre Constant. Il avait bien des défauts, mais c'est tout de même pour moi une grande perte. Avez-vous assisté à ce dernier moment? Non, non. Il est mort à l'étranger, à Paris. J'ai reçu hier un télégramme. Disait-on pourquoi il est mort? D'un coup de froid, semble-t-il. On ne récolte que ce que l'on a semé. Me charme épouse un peu de charité. D'entre nous les parfaits. Je suis moi-même particulièrement sensible au courant d'air. Et l'enterrement, va-t-il plus ici? Non, non, non. Il semble avoir exprimé le désir d'être enterré à Paris. Vous attendez sans doute de moi quelques paroles en chair dimanche prochain sur ce drame familial, Mr. Warding? Mon sermon sur la signification profonde de la chute de la Madame dans le désert peut s'adapter à toutes les circonstances. Joyeuse, douloureuse comme c'est le cas ici. Ce sermon que j'ai dit à la bénédiction du bétail, à plusieurs mariages, un baptême et à 2 enterrements, obtient généralement beaucoup de succès. Au fait, mon révérend, vous y connaissez en baptême. Enfin, je veux dire, vous savez baptiser, n'est-ce pas? C'est l'une des préoccupations principales du révérend. Y a-t-il un enfant en particulier que vous intéressez, Mr. Warding? Vous pouvez pourtant comprendre que votre frère n'était pas marié. Non, il ne s'agit pas d'un enfant. Donc à présent, il s'agit de moi. J'aimerais que vous me baptisiez cet après-midi, si vous n'avez rien de plus urgent à faire. Mais vous êtes sans doute déjà baptisé. Je ne m'en souviens absolument pas. Mais vous avez des doutes fondés à ce sujet? Oui, j'ai des doutes fondés. Naturellement, si l'idée de me baptiser vous contrarie quelque peu, ou si vous estimez que je suis trop vieux... Oh, pas du tout. À quelle heure souhaiteriez-vous que la cérémonie ait lieu? 5h30, si cela vous convient. Très bien, très bien. Et maintenant, je ne vais pas m'imposer plus longtemps dans une maison en deuil. Ah, petit Jacques, je suis contente que vous soyez revenu. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue sinistre? Allez tout de suite vous changer. Cécilie. Mon enfant, mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a, oncle Jacques? On dirait que vous avez mal aux dents. Et moi qui ai une surprise pour vous. Devinez qui est en train de se restaurer dans la salle à manger. Votre frère. Qui? Votre frère, Constant. Il est arrivé il y a une demi-heure. Mais enfin, Cécilie, c'est absurde. Je n'ai pas de frère. Enfin, Oncle Jacques, ne dites pas cela. Même s'il s'est parfois mal conduit envers vous, il n'en reste pas moins votre frère. Oncle Jacques, pour l'amour de moi, il faut lui pardonner. Il faut que vous l'embrassiez tout de suite. Je vais le chercher. mais enfin, Cécilie, c'est absurde. Ce télégramme de Paris semble n'avoir été qu'une plaisanterie cruelle. Oh, le ciel en soit loué. Je ne sais pas de quoi le ciel se mêle. Vous avez jamais à sa disparition. Tout était enfin arrangé. Son soudain, particulièrement perturbant. Je veux bien être pendu si j'y comprends quelque chose. Juste ciel, c'est toi? C'est moi, mon frère. Je suis venu expressément de Londres pour te dire que je suis navré de tous les ennuis que je t'ai causés et que j'ai l'intention de mener une vie meilleure. Tu vas me faire le plaisir de ficher le camp immédiatement. Oncle Jacques, vous n'allez tout de même pas refuser de serrer la main de votre propre frère. Il y a du bon dans ce jeune homme. Il me semble sincèrement repentant. Personne ne pourra me décider à serrer la main de cet individu dont la présence ici est absolument immorale. Il sait très bien pourquoi. Je vois que tu as un nouveau costume. Un peu étrange. Oh, de plus,
Tu as encore mal choisi la cravate. Oncle Jack, si vous ne serrez pas la main de Constant, je ne vous pardonnerai jamais. Bien soit, je lui serre la main. Mais uniquement pour vous faire plaisir et à condition qu'il parte tout de suite. Gredin fiche le camp immédiatement. Comme c'est émouvant, n'est-ce pas, cette franche réconciliation? Vous avez fait la belle et bonne action, ma chère petite. Ne nous réjouissons pas trop vite et gardons-nous de porter un jugement prématuré. Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai installé les affaires de Mr. Constant dans la chambre voisine. Je suppose que j'ai bien fait. Quoi? Les affaires de Mr. Constant, monsieur. Ces affaires? Oui, monsieur. 2 mal à cabine, un nécessaire de toilette, 2 cartons à chapeau et un grand panier pique-nique. Je ne pense pas pouvoir rester plus d'une semaine cette fois. Mérimal, faites atteler la voiture, mon frère Mr. Constant Worthing doit être rappelé à Londres soudainement. Bien, monsieur. Mais je n'ai pas été rappelé à Londres. Je ne vois pas du tout ce que me rappeler à Londres. Ton devoir de gentleman. Il serait grand temps d'alléger un peu l'atmosphère. Avez-vous lu le Times de ce matin, Mr. Worthing? Il y a un article très intéressant sur le développement du sentiment religieux chez les laïcs. Je me le réserve pour après le repas. Le déjeuner est servi, monsieur. Oh, voilà une bonne nouvelle. Quand je meurs, je crois. Mais vous avez déjà déjeuné? Comment ça, déjà déjeuné? Oui, Oncle Jack, il a pris quelques sandwichs au foie frais et une petite bouteille de ce champagne que le médecin vous a recommandé. Mon champagne millésimé? Prendre 2 déjeuners par jour me semble quelque peu licencieux. Même les philosophes païens condamnent l'excès de nourriture. Mon révérend, voulez-vous bien accompagner ces dames jusqu'à la salle à manger? Comment? Oui, avec plaisir. Finalement, tu n'as pas bonne avec beaucoup de succès aujourd'hui. Il y a des hauts et des bas dans le mannerisme, comme dans le reste. Mais dis-moi, mon vieux, tu sais qu'elle est adorable, cette petite Cécile. Je t'interdis de parler de Miss Cardew de cette façon. Je ne le tolérerai pas. Et moi, j'estime que tu es parfaitement ridicule dans ce costume. Ah, il est absurde de porter le deuil d'un homme qu'on invite pour 8 jours chez soi. Il est hors de question que tu restes chez moi 8 jours. Tu vas prendre le train et je te souhaite un agréable voyage de retour. Ton ami Bunbury ne t'a pas 7 fois et c'est un grand secours. J'ai promis à l'oncle Jack de plus vous adresser la parole. À moins que vous me posiez une question. Cécile, puis-je aller déjeuner? Comme je ne veux pas que vous mourrez de faim, j'ai demandé à ce qu'on vous apporte quelque chose dehors. Cécile, vous êtes un ange. Comme regardez-vous ainsi? Parce que vous êtes un ange. Ne pourrais-je vous revoir avant de partir? Miss Prism me donne toujours des leçons l'après-midi dans le jardin. Ne pourriez-vous imaginer quelque chose pour éloigner Miss Prism? J'en serais incapable, je le regrette. Naturellement, si vous laissiez entendre à Miss Prism que le révérend Chasuble attend quelque part, elle ne manquerait pas d'aller le rejoindre. Elle a horreur de le faire attendre. Aucune bonne idée. Non, vous vous trompez, cousin Constant. Je ne vous ai jamais suggéré de tromper Miss Prism. Excusez-moi, Cécile. Je viendrai donc à 3h30. J'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Quelque chose de sérieux? Oui, de très sérieux. La voiture t'attend. Ta place est auprès de Bunbury. Ne croyez-vous pas, Cécilie, que vous feriez mieux de rejoindre Miss Prism et le révérend Chasuble? Oui, oncle Jack. Au revoir, cousin Constant. Je ne crains de plus vous revoir puisque à 3h30, je serai dans le salon avec Miss Prism. Oui, à 3h30, dans le salon avec Miss Prism. Au revoir, cousine Cécilie. Il faut que tu partes à Germain. Bunbury est extrêmement malade et ta place est auprès de lui. Je dois d'abord prendre mon second déjeuner. Et je suppose que tu seras heureux d'apprendre que Bunbury va beaucoup mieux. J'en suis heureux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai donné des ordres pour qu'on prépare tes affaires et que la voiture passe te prendre. Cécilie, Cécilie, vous voilà encore en train d'écrire dans votre journal. Il me semble vous avoir bien souvent chapitré sur cette habitude malsaine. En réalité, je ne vous la
Mon enfant, permettez-moi de vous supplier de ne pas vous laisser égarer par les qualités superficielles de ce malheureux jeune homme. Mais croyez-moi, chère Miss Prison, il n'y a que les qualités superficielles qui durent. Mon enfant, vous devriez abandonner cette mauvaise habitude de penser par vous-même. Ce n'est pas très féminin. Les hommes n'aiment pas ça. Mr. Worthing, vous pourriez repartir pour Londres. Je suis venu vous dire au revoir, Miss Cardew. Je crois qu'il est de mon devoir de vous informer, Miss Prison, que le révérend chasuble vous attend dans la sacristie. Dans la sacristie? Voilà qu'il doit être sérieux. Sans doute. Et ce serait très mal de le faire attendre. La sacristie, dit-on, est un endroit excessivement humide. Adieu, Mr. Worthing. Cette séparation, Miss Cardew, est extrêmement pénible. Il est toujours pénible de se séparer des personnes que l'on a connues un trop court moment. Merci. La voiture est à la porte, monsieur. Elle peut attendre 5 minutes. Bien, mademoiselle. J'espère, Cécilie, ne pas vous offenser en vous avouant peut-être un peu brutalement que vous êtes pour moi l'image de la perfection. Je trouve que votre franchise est tout à votre honneur. Si vous le permettez, je vais consigner vos observations dans mon journal intime. Vous tenez un journal intime. Je donnerai tout au monde pour le lire. Me le permettez-vous? Certainement pas, c'est tout à fait privé. L'image de la perfection. Je vous en prie, continuez. Miss Cardew, depuis que mon regard s'est posé pour la première fois à 12h30 sur votre boîtier, j'ai eu l'audace de vous aimer ardemment. De zèle, ardemment. Oh, je vous en prie, reprenez tout cela. Vous parlez beaucoup trop vite et de façon indistincte. Miss Cardew, depuis que mon regard s'est posé pour la première fois à Et 12h30, j'ai déjà tout cela à la suite. j'ai eu l'audace de vous aimer ardemment. De zèle. Oh, Cécilie, C'est le début d'un nouveau paragraphe. c'est le début d'une existence nouvelle, et toute ma vie ne sera plus qu'une longue symphonie qui associera l'amour, les louanges et l'admiration. Les hommes ne devraient jamais dicter. Ils ne savent s'y prendre et disent bien souvent des choses particulièrement idiotes. Je me moque de savoir si ce que je dis est idiot ou non. Tout ce que je sais, c'est que je vous aime. Cécilie, vous voulez bien m'épouser, n'est-ce pas? Vous m'avez fait faire une tâche. Comme c'est la première demande en mariage que j'ai jamais entendue, j'aurais aimé la noter proprement. La voiture attend, monsieur. Dites-lui de revenir la semaine prochaine à la même heure. Bien, monsieur. Oncle Jack sera sûrement hérité s'il apprenait que vous restez jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Je me moque de l'oncle Jack. Je vous aime. Vous voulez bien m'épouser, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mon grand idiot. Ne sommes-nous pas fiancés depuis 3 mois? 3 mois? À quelques jours près. Ah, je l'ignorais. Mais comment cela s'est-il fait? Ma foi, depuis que ce cher oncle Jack nous a avoué qu'il avait un frère très corrompu et très dépravé, vous êtes naturellement devenu le principal sujet de conversation entre Miss Prison et moi. Et puis, on finit par se dire qu'il doit y avoir quelque chose de très séduisant chez quelqu'un dont on parle souvent. J'avoue que c'est un peu idiot de ma part, mais je suis tombée amoureuse de vous, Constant. Ma chérie, et depuis quand sommes-nous fiancés? Depuis le 14 février dernier. Lassée de votre obstination à ignorer jusqu'à mon existence, j'ai décidé, après un long combat avec moi-même, de vous accorder ma main. Le lendemain, j'ai acheté en votre nom cette petite bague, que je porte toujours, comme vous pouvez le constater, et j'ai conservé toutes vos lettres dans un coffret. Mais ma chère, ma très chère Cécilie, je ne vous ai jamais écrit la moindre lettre. Je ne le sais que trop. Lassée de demander chaque matin au facteur s'il avait des lettres pour moi, je finis par me les envoyer moi-même. Oh Cécilie, laissez-moi les lire. Celles que vous m'avez écrites, le jour où nous avons rompu nos fiançailles, sont si belles et si pleines de fautes d'orthographe que je ne peux guère les relire sans verser quelques larmes. Parce que nos fiançailles ont été rompues. Bien sûr, le 22 mars dernier. Ah, tenez, j'ai tout noté dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai rompu mes fiançailles avec Constant. Il continue à faire un teint splendide. Je suis vraiment navré que vous avez dû rompre nos fiançailles. Surtout par un temps splendide. C'est à la suite de la lettre violente que vous m'avez écrite, parce que j'avais trop dansé au bal du
compter. Mais rassurez-vous, avant la fin de la semaine, vous étiez pardonné. Que c'est merveilleux. Donc, Cécilie, cela fait 3 mois que nous sommes fiancés. Oui, le temps passe vite, n'est-ce pas? Oh non, moi j'ai trouvé les journées bien longues et de temps bien tristes sont. Cécilie, vous ne romprez plus jamais nos fiançailles. Promis. D'ailleurs, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours su que j'aimerais quelqu'un qui se nommerait Constant. Il y a dans ce nom quelque chose. Mais, cher enfant, vous voulez dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je portais un autre prénom? Mais quel autre prénom? Je ne sais pas, n'importe lequel. Algernon, par exemple. Oh non, je n'ai pas du tout le prénom Algernon. Mais, cher petit être adorable, je ne vois pas ce que vous pouvez reprocher au nom d'Algernon. C'est un nom quelque peu aristocratique. Si je m'appelle Algernon, vous pensez ne pas pouvoir m'aimer? Je serais, je le crains, incapable de vous accorder une attention particulière. Ah, je suppose que le révérend Chasuble a une grande expérience des cérémonies religieuses. Sans doute. Je crois que je vais pas tout de suite pour une affaire importante. Comment vous me quittez déjà? Il faut absolument que je note cette demande en mariage dans mon journal. Une certaine Miss Fairfax vient d'arriver. Elle désire voir Mr. Worthing pour une affaire très importante, a-t-elle dit. Eh bien, dites-lui de venir. Mr. Worthing ne va pas tarder à rentrer. Et vous pouvez apporter le thé. Bien, mademoiselle. Miss Fairfax. Ce doit être une de ces dames âgées qui s'occupe avec l'oncle Jack d'œuvres philanthropiques. Miss Fairfax. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Cécilie Cardio. Cécilie Cardio, quel mot ravissant. Je suis certaine que nous serons bientôt de grandes amies. Comme c'est gentil de me dire cela, alors que nous nous connaissons depuis si peu de temps. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous permettez que je vous appelle Cécilie, n'est-ce pas? Avec plaisir. Et vous m'appellerez toujours Gwendoline, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous souhaitez. Cécilie, c'est peut-être le moment opportun pour vous dire qui je suis. Je suis la fille de Lord Bracknell. Vous n'avez jamais entendu parler de papa, j'imagine? Je ne crois pas. Cela ne m'étonne pas. En dehors du cercle de la famille, papa est un parfait inconnu. Et c'est très bien ainsi. Vous savez, Cécilie, maman m'a élevée d'une façon telle que je suis devenue complètement myope. Vous permettez que je mette mes lunettes pour vous regarder? Bien sûr. J'adore qu'on me regarde. Vous êtes ici en visite, j'imagine? Non, j'habite ici. Ah, vraiment? Est-ce que votre mère ou quelques parents âgés habitent avec vous? Non, je n'ai à vrai dire ni mère, ni parents, ni même la moindre relation. Ah, vraiment? Mon tuteur a la tâche ingrate de s'occuper de moi avec l'aide de Miss Frizzle. Votre tuteur? Oui, je suis la pupille de Mr. Worthing. Voilà qui est étrange, il m'a jamais dit qu'il avait une pupille. Quel cachotier. Il devient plus intéressant d'heure en heure. Je ne suis pas certaine toutefois que cette nouvelle m'inspire une joie sans mélange. Vous savez, Cécilie, depuis que je sais que vous êtes la pupille de Mr. Worthing, je ne puis m'empêcher de penser que... Puis-je vous parler en toute franchise? Je vous en prie. Je trouve que lorsqu'on a quelque chose de désagréable à dire, il faut toujours mieux en parler en toute franchise. Eh bien, je dois dire que je vous aurais préféré plus âgé et avec un physique plus ingrat. Constant à la droiture même et l'honneur incarné, mais même les hommes dont le sens moral est le plus élevé sont souvent sensibles à l'influence du charme physique. N'est-il pas vrai? Non, pardon, Gwendoline. Vous avez dit Constant? Oui. Ah, mais ce n'est pas Constant qui est mon tuteur, c'est son frère. Voilà qui est étrange, il m'a jamais dit qu'il avait un frère. J'ai le regret de vous dire qu'ils ne sont pas en très bons termes, et depuis longtemps. Voilà qui explique tout. Vous êtes donc bien certaine que Mr. Constant Worthing n'est pas votre tuteur? Tout à fait certaine. Quoique, dans une certaine mesure, Que voulez-vous dire? oh, il est inutile d'en faire un secret, notre petit journal va publier la semaine prochaine. Mr. Constant Worthing et moi-même sommes fiancés, et nous allons nous marier. Ma très chère Cécilie, il doit y avoir une erreur. C'est avec moi que Mr. Constant Worthing est fiancé. Cela sera publié dans le Morning Post. Ça
n'ai plus le temps pour les bonnes manières, Miss Fairfax. J'ai l'habitude d'appeler un chat et une dinde une dinde. Nous ne vivons pas dans le même monde. Je ne ferai pas avec les dindes. Vous devez effectivement avoir souvent l'occasion de vous occuper de la basse-cour. Vous aurez chargé comme d'habitude, mademoiselle? Oui, oui, comme d'habitude. Y a-t-il de jolies promenades à faire dans les environs, Miss Cardew? Oui, beaucoup. Quel charmant salon, Miss Cardew. Ravie qu'il vous plaise. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir du bon goût dans ces campagnes reculées. J'ai bien peur que vous ne jugez la campagne à l'aune du mauvais goût londonien. Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss Fairfax? Oui, merci. Elle est détestable, mais une tasse de thé me fera du bien. Du sucre? Merci, non. Personne ne sucre plus son thé à Londres. C'est complètement démodé. Du cake ou du pain beurré? Une tartine beurrée. On ne sert plus de cake qu'au fin fond de la province. Voulez-vous apporter cela à Miss Fairfax? Ah, vous avez rempli ma tasse de sucre. Et vous avez servi du cake en place de pain beurré? Je suis bonne fille, mais je vous avertis que vous allez trop loin. Pour sauver mon pauvre et innocent fiancé des machinations d'une intrigante, je suis prête à aller aussi loin qu'il le faudra. Au premier coup d'œil, j'ai vu que vous étiez une chipie. Et mes premières impressions ne me trompent jamais. Chipie? Non mais je vous interdis de me parler sur ce ton! Vous n'avez rien à m'interdire du tout, petite provinciale mal parodée. C'est trop fort. Aïe! Aïe! Roustan, mon Roustan, moi. Chérie. Un instant, puis-je vous demander si vous êtes fiancée avec cette personne? Ah, Cécilie. Mais bien sûr que non. Qui a pu vous mettre cette idée dans votre jolie tête? Merci, vous pouvez. Je savais bien qu'il devait y avoir un malentendu. Miss Fairfax, le gentleman qui vous tient actuellement par la taille est mon tuteur, Mr. Jack Landing. Je vous demande pardon. C'est l'oncle Jack. Jack? Et voici Constant. Mon ange. Un instant, Constant. Pouvez-vous me dire si vous êtes fiancé ou non à cette jeune personne? À quelle jeune personne? À Gwendoline? Grand Dieu, non. Qui a bien pu mettre cette idée dans votre jolie tête? Vous pouvez. Je me doutais bien qu'il devait y avoir quelque erreur, Miss Cardew. Le gentleman qui vous tient par la main en ce moment même est mon cousin, Mr. Algernon Moncrief. Algernon Moncrief? Vous vous appelez Algernon? Je ne peux guère le nier. Vous vous prénommez réellement Jack? Je pourrais peut-être le nier. Mais à quoi cela servirait-il? Mon prénom est Jack, en effet. Mais cela fait des années. On nous a toutes les deux grossièrement trompés. Ma pauvre Cécilie toute meurtrie. Ma douce Gwendoline outragée. Vous permettez que je vous appelle ma sœur, n'est-ce pas? Mr. Walding, il y a une question que nous aimerions vous poser. Où se trouve votre frère Constant? Mon frère Constant? Oui, nous sommes toutes les deux fiancées à votre frère Constant. Il est donc pour nous relativement important de savoir où se trouve votre frère Constant. Gwendoline, Cécilie, je me vois forcé de vous dire la vérité. Voilà, je dois vous dire en toute franchise que je n'ai pas de frère se prénommant Constant. Pas de frère? Pas le moindre frère. Vous n'avez jamais eu de frère d'aucune sorte? Jamais, d'aucune sorte. Je crains, Cécilie, que nous ne soyons ni l'une ni l'autre fiancées à qui que ce soit. Quelle situation désagréable pour une jeune fille. Allons dans le jardin. Ils n'oseront pas nous suivre. Non, les hommes sont si lâches, ne dis pas vrai. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici faire semblant d'être mon frère? C'est monstrueux! Mais qu'est-ce qui t'a fait de faire semblant d'avoir un frère? C'est honteux. J'avais commandé la voiture. Pourquoi ne l'as-tu pas prise? Je n'avais pas encore pris mon prix. C'est
C'est cela que tu appelles bunburiser? Tu n'as aucun droit de bunburiser ici. On a le droit de bunburiser partout. Oh, tous les bunburistes sérieux savent ça. Sérieux? Il faut bien être sérieux dans un domaine comme un autre, si l'on veut s'amuser un peu dans la vie. Et ta conduite envers Miss Cardew est inexcusable. Abuser ainsi d'une jeune fille douce et innocente, sans compter qu'elle est ma pupille. Ta conduite envers Miss Fairfax est injustifiable. Duper ainsi une jeune fille brillante, intelligente et inexpérimentée, pour ne rien dire du fait qu'elle est la cousine. Ce n'est pas ton affaire. Si c'était mon affaire, je n'en parlerais pas. C'est très vulgaire de parler de ces affaires. Comment peux-tu manger des muffins assis tranquillement quand nous sommes dans une situation aussi épouvantable? Écoute, je ne peux pas manger des muffins en m'agitant. Quand j'ai des ennuis, manger est la seule chose qui me console. Et en plus, j'adore les muffins. Je préférerais que tu prennes plutôt du cake. Bon, Algernon, j'aimerais sincèrement que tu partes. Impossible. Je viens de prendre rendez-vous avec le révérend Jésus pour me faire baptiser à 6h moins le quart sous le nom de Constant. Mon cher Algernon, cesse de dire des bêtises. J'ai moi-même pris rendez-vous avec le révérend Chasuble pour me faire baptiser à 5h30. Et je prends naturellement le prénom de Constant comme le souhaite Gwendoline. Nous ne pouvons pas nous appeler tous les deux Constant. Ce serait stupide. Et puis il est probable que je n'ai jamais été baptisé. Ce qui n'est pas ton cas. Tu as déjà été baptisé. Oui, mais il y a très longtemps. D'accord. Je vais sortir dans le jardin, je suis sûr que Gwendoline m'attend. Je ne vais pas sortir dans le jardin car je suis sûr que Cécile m'attend. Algernon, je t'ai déjà demandé de partir. Pourquoi ne pars-tu pas? Je n'ai pas encore fini mon thé et il reste quelques muffins. Ils font semblant de ne pas nous voir. Nous pourrions tousser. Je ne suis pas enrhumée. Mr. Worthing, j'ai une question à vous poser. Mr. Algernon Moncrief, il est la bonté de répondre à la question suivante. Pourquoi avoir prétendu que vous étiez le frère de mon tuteur? Afin d'avoir une chance de vous rencontrer, Cécile. C'est une explication qui me paraît satisfaisante. Oui, ma chère, si on peut croire ce qu'il dit. J'ai bien envie d'y croire. Vous avez raison. La sincérité n'a qu'une importance relative. Mr. Worthing, pourquoi avoir prétendu avoir un frère? Est-ce pour pouvoir venir me voir à Londres le plus souvent possible? Mais bien sûr, comment pouvez-vous en douter? Je pourrais en douter, mais l'heure n'est pas au scepticisme. Leurs explications semblent, je dis bien semblent, avoir un accent de vérité. Mr. Moncrief m'inspire confiance. Nous devrions peut-être leur pardonner. Sans doute, mais votre prénom est un obstacle infranchissable. Votre prénom? Oui, mais Et nous allons nous faire baptiser cet après-midi. tu ferais ça, vous feriez cela par amour pour moi? J'y suis prêt. Mon chéri, Pour me plaire, vous êtes prêt à affronter cet obstacle? J'y suis prêt, ma chérie. mon chéri. Lady Bracknell. Oh mon Dieu. Gwendoline, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je suis fiancée avec Mr. Worthing, maman. Venez ici, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous comprendrez aisément, monsieur, que toute relation avec ma fille doit cesser sur l'heure. Je suis fiancé à Gwendoline, Lady Bracknell. Non, monsieur, vous n'êtes rien de ce genre. Quant à Algernon, Algernon, Oui, tante Augusta. puis-je vous demander si c'est dans cette maison que demeure votre ami à la santé chancelante, Mr. Bunbury? Oh non, il n'habite pas ici. D'ailleurs, Bunbury est mort. Il est mort. Il est mort soudainement, je suppose. Oh. En réalité, les médecins ont découvert qu'il ne pouvait pas vivre. Alors, il est mort. Bien. Mr. Worthing, puis-je vous demander qui est la jeune personne dont mon neveu tient la main d'une façon qui n'est absolument pas nécessaire? Cette personne est Miss Cecily Cardew, ma pupille. Je suis fiancée à Cécilie, tante Augusta. Je vous demande pardon? Mr. Moncrief et moi-même sommes fiancés, Lady Bracknell, et nous allons nous marier. Mr. Worthing, Miss Cardew possède-t-elle également des liens avec une de nos grandes gares de chemin de fer? Oh, c'est un simple renseignement que je demande pour ma gouverne. Jusqu'à hier, j'ignorais totalement que certaines familles puissent avoir pour origine un terminus ferroviaire. Miss Cardew est la petite fille de feu Sir Thomas Cardew, qui résidait à Londres, à Dorking, dans le Surrey, et en Écosse, dans le Fafshire. Voilà des éléments intéressants. 3 adresses inspirent toujours confiance.
J'ai également en ma possession, vous serez heureuse de l'apprendre, les certificats de naissance, de baptême, de coqueluche et de vaccination de Miss Cardew. Une vie très mouvementée, à ce que je vois. Gwendoline, préparez-vous, nous devons partir. Mr. Worthing, puis-je vous demander si Miss Cardew possède quelque fortune? Environ 130 000 livres en bons du trésor. Au revoir, Lady Bracknell. Ravi de vous avoir rencontré. 130 000 livres? Et en bons du trésor? Miss Cardew me semble une jeune fille extrêmement jolie maintenant que je la regarde. Peu de jeunes filles possèdent de nos jours de solides qualités qui peuvent s'améliorer avec le temps. Venez ici, ma chère. Charmant enfant, votre robe est d'une simplicité affligeante et vos cheveux sont presque dans l'état où vous les a laissés la nature. Mais nous pouvons bien vite changer tout cela. Mettez-vous de profil, ma douce enfant. Algernon. Oui, tante Augusta. Il y a des signes évidents de réussite sociale dans le profil de cette jeune fille. Cécilie est la plus douce et la plus adorable des jeunes filles qui soient au monde. Ne parlez pas irrespectueusement de la bonne société, Algernon. Ma chère enfant, vous savez naturellement qu'Algernon ne peut compter sur rien d'autre que sur ses dettes. Quand j'ai épousé Lord Bracknell, je n'avais pas la moindre fortune. Bien, je crois que je n'ai plus qu'à donner mon consentement. Oh, merci, tante Augusta. Vous pouvez m'embrasser, Cécilie. Merci, Lady Bracknell. Dorénavant, vous pouvez m'appeler aussi tante Augusta. Merci, tante Augusta. Je pense que ce mariage doit avoir lieu le plus vite possible. À vrai dire, je ne suis pas pour les longues fiançailles. Elles donnent aux gens l'occasion de découvrir leur caractère mutuel avant le mariage. Ce qui, selon moi, est toujours à déconseiller. Excusez-moi, Lady Bracknell, mais ces fiançailles sont tout à fait hors de question. Je suis le tuteur de Miss Cardew. Elle ne peut donc se marier sans mon consentement avant sa majorité. Et ce consentement, je refuse de le donner. Et pour quelle raison, je vous prie? Algernon est autant qu'il est possible, et même plus, le genre d'homme qu'on épouse. Il n'a rien, et on dirait qu'il a tout. Qu'est-ce qu'une jeune fille peut demander de mieux? Il m'est pénible d'avoir à vous parler franchement de votre neveu, Lady Bracknell. Mais il est de fait que je n'approuve pas du tout sa moralité. Je le soupçonne d'hypocrisie. Hypocrite, Algernon? C'est impossible, il sort d'Oxford. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet, Lady Bracknell. Cet après-midi, alors que j'étais momentanément parti à Londres, pour d'importantes raisons sentimentales, il s'est introduit chez moi et s'est fait passer pour mon frère. Mais cher oncle Jack, vous nous avez toujours dit que vous aviez un frère. Algernon n'a fait que confirmer vos dires. Excusez-moi, Cécilie, mais vous êtes un peu jeune pour comprendre ce genre de choses. Il y a une différence entre inventer un fait et corroborer un mensonge. Jacques, mon Dieu! Après mûre réflexion, Mr. Worthing, je pense ne pas tenir compte de cet aspect de la conduite de mon neveu. De toute façon, ma décision est inébranlable. Je refuse mon consentement. Quel âge avez-vous, ma douce enfant? Je n'ai en réalité que 18 ans, mais je prétends en avoir 20 quand je sors le soir. Vous faites parfaitement bien. Donc, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Selon les termes du testament de son grand-père, Miss Cardew ne sera légalement majeure qu'à 35 ans. 35 ans? Tiens, mais 35 ans est un âge séduisant. Il y a quantité de femmes dans la bonne société qui ont eu 35 ans pendant des années. Mais je ne veux pas attendre tout ce temps. Je suis déjà incapable d'attendre 5 minutes. Mr. Worthing, votre pupille nous dit qu'elle est incapable d'attendre jusqu'à 35 ans. Ce qui me semble témoigner, je me permets de le dire, d'une nature assez impatiente. Et si vous consentiez à mon mariage avec Gwendoline, je serais ravi de revenir sur ma décision. Cela est tout à fait hors de question. Alors? Gwendoline, nous avons déjà raté plusieurs trains. En rater un de plus nous exposerait sur le quai des commentaires désobligeants. Venez. Tout est prêt pour les baptêmes. Les baptêmes, mon révérend? Cela ne vous semble pas un peu prématuré? Vos deux messieurs ont exprimé le désir d'être baptisés aujourd'hui, madame. À leur âge? Mais quelle idée grotesque!
cela ne nous serait pas très utile. Je suis très peiné, Mr. Walding. Bon, je vais donc m'en retourner à l'église. Le bedeau vient de m'apprendre que Miss Prism m'attend à la sacristie depuis plus d'1 heure. Mon révérend, Miss Prism, vous ai-je bien entendu parler d'une certaine Miss Prism? Oui, madame, je m'en vais largement sur le champ. Un instant, je vous prie. Est-ce que cette Miss Prism est une femme un peu terne et qui s'occupe vaguement d'éducation? Miss Prism est une femme très cultivée, l'image même de la respectabilité. Oui, oui, il me semble bien que nous parlons de la même personne. Puis-je vous demander quelle position elle occupe dans votre maison? Je suis célibataire, madame. Miss Prism a été pendant ces 3 dernières années la gouvernante respectée de ma pupille, Miss Carjo. On m'avait dit que vous m'attendiez dans la sacristie, mon révérend. Et cela fait plus d'1 heure que je vous y attends. Prism! Venez ici, Prism! Prism, où est le bébé? Il y a un certain nombre d'années, Prism, vous avez quitté le domicile de Lord Bracknell au 104 Grosvenor Square en poussant un landau de couleur verte qui contenait un bébé de sexe masculin. Vous n'êtes jamais revenu. Quelques semaines plus tard, la police découvrait ce landau abandonné dans un coin perdu. Il contenait le manuscrit d'un roman en 3 volumes de la plus révoltante sentimentalité, mais le bébé n'y était plus. Prism, où est le bébé? J'avoue à ma grande honte que je n'en sais rien et que je n'avais jamais rien su. Vous n'en savez rien? Ce matin-là, je devais promener comme d'habitude le bébé dans son landau. J'avais aussi avec moi un sac de voyage dans lequel je comptais transporter le manuscrit que j'avais rédigé pendant mes rares heures de loisirs. Dans un moment d'inattention que je ne me pardonnerai jamais, j'ai mis le manuscrit dans le landau et le bébé dans le sac de voyage. Miss Prism, ce sac de voyage, où l'avez-vous déposé? Miss Prism, c'est une affaire importante, surtout pour moi. À la consigne des plus grandes gares londoniennes. Quelle gare? La gare Victoria, la Little Brighton. Laissez-moi espérer que rien d'improbable ne va se produire. L'improbable est toujours de mauvais goût. Gwendoline, attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Si vous n'êtes pas trop long, je peux bien vous attendre toute la vie. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie, Lady Bracknell? Je n'ose même pas le soupçonner. Je hais les coïncidences étranges. Elles ne sont guère convenables et même parfois vulgaires. Le Jack a l'air étrangement agité. Ah, vous pouvez cesser. Est-ce bien ce sac de voyage, Miss Prism? Oh oui, j'ai bien l'impression que c'est le mien. Oh oui. Voilà même mes initiales sur la serrure. Je les ai fait graver dans un moment de grande prodigalité. Oh, comme je suis heureuse de le retrouver. Il m'a fait beaucoup d'efforts. Miss Prism, le bébé, c'était moi. Vous? Oui, maman. Mr. Warwick, vous faites erreur. Je n'ai jamais été mariée. Et je ne suis pas mère non plus. Madame pourra vous dire qui vous êtes. Je ne suis pas sûre que la réalité vous fasse tellement plaisir. Dites. Vous êtes le fils de ma regrettée sœur, Mrs. Moncrief, et par conséquent le frère d'Algernon. Frère d'Algernon? Je le savais, je vous ai toujours dit que j'avais un frère. Voilà mon frère, mon révérend. Voilà mon frère, Gwendoline. Mr. Warwick, plutôt Mr. Moncrief, comme il faudra désormais vous appeler. Je crois qu'il est de mon devoir de démissionner de l'emploi que j'occupais dans votre maison. Et pour tous les désagréments que j'ai causés dans votre petite enfance, je vous demande pardon. N'en parlons plus, Miss Prism, n'en parlons plus. Je suis sûr que j'ai dû passer de bons moments dans votre sac de voyage. Ne nous quittez pas.
de vous demander votre roman. Oh, Frédéric! Pour les 3 volumes de mon journal intime, vous trouverez l'exacte description de ce que je ressens pour vous depuis longtemps. Il faut absolument que je rentre à Londres. Prison, je vois que vous n'avez pas perdu votre goût pour les romans en 3 volumes. Mes félicitations, mon révérend. Ma chère, dans quelques jours, vous serez la bienvenue à Grosvenor Square. Merci, Tante Augusta. Gwendoline, préparez-vous et laissez votre famille, Mr. Worthing. Mr. Worthing. Quel est votre véritable prénom? Maintenant qu'en devenant mon neveu, vous avez changé d'identité. Grand Dieu, j'avais négligé ce détail. Votre décision concernant mon prénom est irrévocable, j'imagine. Je ne change jamais, sauf dans mes sentiments. Quel noble caractère vous avez, Gwendoline. Lady Macbeth, savez-vous si, au moment où Miss Prism m'a égaré dans un sac de voyage, j'avais déjà été baptisé? Tous les luxes que l'argent peut acheter, y compris le baptême, vous avez été prodigués par des parents pleins de tendresse. Donc j'ai été baptisé. Mais alors, quel prénom m'a-t-on donné? Avouez-moi le pire. Étant le fils aîné, vous avez naturellement reçu le prénom de votre père, le général. Oui, mais quel était le prénom de mon père, le général? Je ne parviens pas pour l'instant à m'en rappeler, c'est curieux. Votre mère, ma sœur tant regrettée, s'adressait toujours à lui en l'appelant mon général. Mais son prénom... Adjerman, vous souvenez-vous du prénom de votre père? Nous ne nous sommes jamais parlé. Il est mort aux environs de mon premier anniversaire. Son nom doit se trouver dans les annuaires militaires de l'époque. J'ai ici les annuaires militaires des 40 dernières années. Général, Manley, Markley, Mott, Moncrief. Prénom, Constant Jam. Constant, je m'appelle Constant. Je vous ai toujours dit, Gwendoline, que je me prénommais Constant. Ah oui, je me souviens que le général s'appelait Constant. C'est pour ça que je n'aimais pas ce prénom. Mon Constant à moi. Quelque chose de terrible pour un homme de découvrir que toute sa vie, il a dit la vérité. Laetitia. Oh, Frédéric! Oh, Cécilie. Donc, pour ça m'est égal que vous ne vous appeliez pas Constant. N'allez pas vous faire baptiser, vous pourriez prendre froid. Mon neveu, vous changez de prénom, vous changez d'identité. J'espère que vous ne changerez pas de sentiment. Non, Tante Augusta. J'ai bien compris combien il est important d'être constant.